Retour sur le plateau de politique en compagnie de Jean-Marie Colombani, de Carole Barjon de l'Obs, Bruno Roger Petit de Challenge. On va y arriver. On va y arriver. Et Dominique Régnier de la Fondapol. Je voudrais quand même, parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne sur ce que vous venez de dire, et par rapport à Manuel Valls, les uns et les autres, surtout Jean-Marie, vous disiez qu'il est embarrassé dans le fond parce qu'il est tiraillé entre la loyauté et son ambition. Mais que, comme le disait Bruno, personne n'en veut au PS ou Carole. Cependant, quand même, il y a des signes qui ne trompent pas aujourd'hui, c'est que c'est cet appel de Tours. Alors on va comprendre ce que c'est. Mais il y a quelques mois, il disait il y a deux gauches irréconciliables. Et écoutez ce qu'il disait il y a quoi, une semaine à Tours, devant les socialistes. On l'écoute. Je veux que chacun se pose les bonnes questions. Et je demande à Arnaud, à Benoît, à Aurélie, à Emmanuel Patois, l'autre. Qu'est-ce qui nous sépare? La gauche, j'en suis convaincu, est la seule force capable, si elle le décide, de rassembler largement les Français. D'ailleurs, au-delà des camps habituels, ce sera l'enjeu du second tour. Nous devons y être. Voilà, donc c'est paradoxal. Il dit. Vous avez dit, il est tiraillé entre sa loyauté et son ambition. Moi, je pense plutôt qu'il est tiraillé entre sa raison, qui lui dit que de toute façon, voilà, la gauche a assez peu de chances d'être présente au second tour, et que ça fait longtemps qu'il nous menace, ça risque d'être un massacre de toute façon, quel que soit le candidat. Et de l'autre côté, entre cette règle un peu qu'ont en tête les hommes politiques, qui veut que l'histoire ne repasse pas les plats et que parfois il faut occuper une place pour ensuite peser sur l'avenir. Voilà, moi je crois qu'il est un peu dans cette ce questionnement-là. Je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Il a quand même un problème, c'est-à-dire que Premier ministre qu'il a été ou qu'il est, il est resté l'éternel trublion du Parti socialiste, c'est-à-dire le roi de la transgression. Donc il a transgressé à tout va, il a triangulé à tout va. Ce qui s'est passé cet été, on l'a pas assez dit, on l'a pas assez vu. Quand il s'est mis à soutenir les maires de droite et un maire d'extrême droite quand même, David Rachlin à Fréjus, dans leurs arrêts sur le Burkini. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'a pas fâché les islamo-gauchistes. Il y en a un peu au PS, mais pas tant que ça. Mais ça a fâché beaucoup de gens qui s'inscrivent dans la tradition démocrate chrétienne de gauche du Parti socialiste, qui ont été heurtés par ça, profondément. C'est-à-dire que transgression après transgression, il s'est coupé de tout le monde. Il est isolé aujourd'hui complètement. Et alors, ce qui est effectivement terrible, c'est que lui, il a un rapport autant médiatique qu'être dans l'instantané. C'est-à-dire qu'effectivement, en février dernier, il nous dit qu'il y a deux gauches irréconciliables, et aujourd'hui, il est prêt à se poser en recours de toutes les gauches. Pas seulement les deux d'ailleurs, toutes les gauches. Mais ce n'est pas audible. Et donc son problème, une fois que sera passé l'échéance 2017, ça va être d'exister. Parce qu'il est extrêmement isolé. Je pense aujourd'hui qu'il y a plus de parlementaires qui soutiennent Emmanuel Macron qu'il y en a qui soutiennent Manuel Valls. Oui, ça c'est une réalité. Évidemment un événement majeur. Dominique, le cas, oui. Mais non, mais c'est vrai. C'était le cas. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce soit Manuel Valls, François Hollande, qui que ce soit d'autre, l'étau ne bouge pas. L'étau, c'est une droite fortement mobilisée, majoritaire dans le pays, fortement majoritaire dans le pays, au point qu'elle est même tirée par l'extrême droite, et une gauche éclatée. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'extrême gauche est à l'offensive depuis le soir même de l'élection de François Hollande, avec en plus désormais une obsession en tête, refaire Syriza ou refaire Podemos, c'est-à-dire faire que l'extrême gauche supprime et supplante la social-démocratie, la gauche de gouvernement. C'est une bataille à mort entre une extrême gauche, entre guillemets révolutionnaire, fidèle peut-être à ses idéaux trotskistes, et une gauche de gouvernement. Et c'est ça qui fait la faiblesse. Mais c'est ça qui fait la faiblesse de tout candidat prétendant représenter la gauche au deuxième tour qu'il n'atteindra pas. Et ces conditions-là de l'étau, vous pouvez mettre ou François Hollande ou Manuel Valls ou qui que vous voudrez, ne changeront pas. C'est ça qui fait le tragique de la situation de la gauche aujourd'hui. Alors on va parler de la droite, mais je voudrais dire un mot quand même de François Hollande qui convoquait les forces de l'esprit hier à l'Institut François Mitterrand. Mais on va dire qu'au lieu de parler de Mitterrand, enfin il en a parlé, mais il a pensé à faire la comparaison avec Mitterrand. Vous allez comprendre pourquoi. On l'écoute.
Il fut attaqué par la droite parce qu'il était de gauche, par une partie de la gauche parce qu'il ne l'était pas assez, par le centre parce qu'il n'en était pas. Mais il a été aussi attaqué par beaucoup qui s'étaient opposés à lui, et ça faisait du monde, sur toute une vie. Mais il n'avait jamais rien cédé, ni sur ses convictions profondes, ni sur sa liberté. Voilà, peut-être qui veut commenter. Bruno, vous avez fait un papier là-dessus dans Challenge. Oui, on peut avoir la substantifique moelle. François Hollande, il fait de la prosopopée en creux, quoi. Il fait parler les morts. Alors, il le fait avec François Mitterrand, il l'avait fait avec Michel Rocard lors du discours prononcé au moment de la mort de Michel Rocard. Pareil pour Pierre Mauroy, c'est-à-dire qu'en creux, les qualités des grands disparus de la gauche de la deuxième partie du XXe siècle sont les qualités de François Hollande. Oui. Sauf que sur Mitterrand, quand même, il y a un énorme trou. C'est pas seulement sur le plan politique. Claude Barthelone a employé hier un mot en partant en disant, il le dit souvent, il y a un problème d'incarnation. En fait, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que François Mitterrand, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les moments de creux, et Dieu sait s'il en a eu, il y avait toujours derrière lui quantité de Français, un bloc, un peu comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui se retrouvait en lui. Or, le problème de François Hollande, parmi tant d'autres aujourd'hui, c'est que, vous savez, moi j'appartiens à une génération, quand on nous disait en 86-87, François Mitterrand ne va pas être réélu, c'était la catastrophe. Et tout de suite, il y avait mobilisation. Là, vous dites François Hollande risque de ne pas être réélu, et en définitive, à gauche, non mais c'est ça le problème, tout le monde s'en fiche. Alors on parle de la droite, et là je me tourne vers Dominique Régnier. Vous avez sans doute vu peut-être ce dernier sondage, non pas qu'on le commente. Au premier tour, Alain Juppé 40%, Sarkozy 31%. Deuxième tour, Alain Juppé 58%, Sarkozy 42%. Donc Juppé écrase tout, Sarkozy rame. Voilà, c'est irrattrapable. Non. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est juste. Surtout. Oui. Parce que nous, on a interrogé à la Fondation pour l'innovation politique, on a interrogé via l'IFOP 7000 personnes, 2 fois 7000, 7000 à gauche, 7000 à droite. Prenons c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. 7000, là, ils sont 17 000, ils sont nombreux aussi. Prenons les 7000 de droite. On arrive à isoler sur les 7000 de droite 11% des électeurs qui déclarent être sûrs d'aller voter. Je passe sur les détails techniques. Ces 11% qui sont sûrs d'aller voter, quand on leur demande « et vous votez quel jour ?», la moitié ne savent pas répondre. Et savez-vous que vous allez voter dans un bureau de vote qui ne sera peut-être pas le vôtre habituellement? Un quart ne le savent pas. Et je pense que tous ces gens qui sont sûrs d'aller voter et qui font de ce type Donc ça réduit le corps électoral. Je pense que ça peut être un truc très très différent, quoi. Moi je dis attention, on a fait cette enquête, on a dit, enfin moi je dis, il faut que les sondeurs lisent ce sondage parce que attention, c'est vraiment les gens ne savent pas. C'est la première fois à droite, ils n'ont pas l'habitude. Il y a 10 000 bureaux de vote, c'est beaucoup, mais en France, il y en a 80 000. Mais où sont-ils? Pardon. Où sont-ils? On ne sait pas très bien. C'est ce que dit Cambadélis. C'est pas le nombre de bureaux qui compte, c'est l'endroit où on les met. On ne sait pas où ils sont. Les gens n'osent pas se poser des questions parce qu'être de droite, c'est plus compliqué qu'être de gauche, etc. Moi, je pense qu'il y aura possiblement une espèce de redistribution des votes, indépendamment des intentions, lorsque les électeurs vont s'apercevoir, par exemple, que le dimanche 20 novembre, ils voulaient aller voter, mais simplement, ils ont prévu un déjeuner de famille depuis trop longtemps pour l'annuler. Ça tombe mal, mais tant pis. Alors, on va écouter Nicolas Sarkozy, qui était ce matin sur BFM, et il en a fini avec le ni-ni. Vous vous souvenez, ni Front National, ni PS, on l'écoute. Je n'ai jamais voté pour le Front National, je n'ai pas l'intention de le faire. Donc vous voteriez pour François Hollande? Pas de gaieté de cœur. Oui, mais vous le feriez? Je ne voterai pas pour le Front National. Bon. C'est clair, je ne l'ai jamais fait. Et d'ailleurs, je pense qu'entre nous, avec le Front National, il y a une barrière infranchissable. Pour eux, l'immigration, c'est un problème de principe. Pour moi, c'est un problème de nombre. C'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ce changement de stratégie, Dominique? J'imagine que c'est la conséquence mesurée par les sondages, d'ailleurs, attention, d'une stratégie qui jusqu'ici était très très à droite. On l'a bien vu, ça a été commenté 20 fois. Et ça ne prend pas. C'est-à-dire que l'écart, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, encore une fois, le point de comparaison, c'est les sondages. Moi, je ne sais pas si ces comparaisons ne sont pas des songes. Puisque personne, on n'a rien, là, on n'a pas de, c'est que des mesures par téléphone ou online. C'est faut bien voir. Donc c'est pas fiable. Enfin, moi je considère que c'est, de là à fonder ou à refonder les stratégies là-dessus, je trouve pas ça très pertinent. Carole. Oui, non, moi je pense que c'est, en tout cas sur la stratégie de Sarkozy, c'est vrai que ce matin c'était assez
clair. Il y a une espèce de ce qu'on pourrait appeler un recentrage, c'est-à-dire qu'il en revient au nini. Il dit clair, enfin, on se recentre, même Marine Le Pen. Il dit quand même clairement qu'il voterait Hollande plutôt que Marine Le Pen, ce qui dans sa bouche éventuellement, même s'il dit qu'il ne le ferait pas de gaieté de cœur. Hein. Voilà, on ne l'attendait pas forcément publiquement de manière aussi affirmée. Et puis il a donné aussi des précisions sur le fait qui était jusque-là un peu ambigu sur l'interdiction du voile dans l'espace public. Ouais. Là, il donne le sentiment de revenir un tout petit peu en arrière. Et on a l'impression d'être un peu à front renversé, quoi, en fait, en ce moment, dans cette primaire de droite. C'est-à-dire que Sarkozy se recentre un peu, vous trouvez, alors que Juppé... vous êtes tous d'accord? Ne bouge pas sur ses fondamentaux, mais... C'est-à-dire que de la part de Nicolas Sarkozy, c'est normal, il se projette dans l'hypothèse où il gagne, où il va devoir s'adresser non plus à une population de droite, mais aux Français. Et il voit bien que du côté d'Alain Juppé, il y a des cohortes de gens sous réserve, parce que c'est vrai qu'on ne sait rien, et qu'en plus on ignore la sociologie de l'électorat qui va aller voter, qui sera très différente de la sociologie du pays, mais ça c'est une autre histoire. Donc il voit bien qu'il y a des cohortes venant de la gauche, entre guillemets, qui se disent prêtes à aller voter pour Alain Juppé, etc. Là, il en désarme une partie en disant « Mais attendez, moi, je suis républicain, je voterai pour François Hollande si c'est François Hollande au deuxième tour. » Donc, on comprend très bien qu'il essaye de corriger les failles qui sont apparues dans sa campagne. Bruno, il dit dans Paris Match que s'il n'est pas candidat, désigné candidat des primaires, Marine Le Pen risque de gagner. En clair, il dit « S'il n'y en a pas un qui colle au basque de Marine Le Pen sur sa droite, eh bien, il n'y aura que Juppé. Et par conséquent, Marine Le Pen, il laisse entendre que ceux qui ne pourront pas se défouler sur Sarko et voter Sarko, eh bien, ils iront voter Marine Le Pen. C'est ce qui fait entendre. C'est quasiment un souhait, en fait. C'est-à-dire que si c'est Alain Juppé, mais il a raison, il a tort. La bonne idée, c'est de pousser des cohortes d'électeurs, les républicains sarkozystes purs et durs, dans les bras du Front National pour dévitaliser Juppé. Vous savez, on est en plein paradoxe. C'est-à-dire que la vraie question, et quand vous discutez avec des gens de l'entourage de Juppé, quand même, ils ont un peu ça en tête. C'est que devient la candidature Juppé si elle n'est plus portée par l'anti-sarkozysme, qui est pour l'instant quand même structurant. Exactement. Alors à cela, ils vous disent, oui, mais c'est génial, on aura François Hollande en face, donc on sera porté par l'anti-hollandisme. Sauf que le spectre François Hollande, jour après jour, ça me nuise. Ça me nuise. Donc effectivement, je me mets un peu à la place de Nicolas Sarkozy. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrangerait? C'est qu'effectivement, Juppé soit dévitalisé d'un côté par le Front National, et puis de l'autre, pas par François Hollande, mais par une candidature Emmanuel Macron. Est-ce que ça va être contrebalancé par les gens de gauche qui iront, ou les centristes qui iront voter pour Juppé? C'est-à-dire qu'il y aura un basculement, si ce n'est pas Nicolas Sarkozy, des gens du Front National, non, enfin je ne sais pas. Bon, bref, c'est compliqué. Dominique, on est d'accord que c'est la première fois qu'une élection est si... je veux dire, en suspense, quoi. Oui, absolument. Tout est possible, y compris le pire. Et c'est la première fois, ça c'est sûr, que l'on s'attend tous, de manière très tranquille, c'est-à-dire peut-être à tort, mais à avoir au second tour un choix impossible. Donc, enfin, une absence de choix, disons plus précisément. Alors, vous vouliez parler, Dominique et Jean-Marie, de ce petit livre qui a son importance, qui est petit mais qui pèse lourd. En tout cas, moralement, c'est dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Et c'est le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France qui propose à la fois aux citoyens et aux politiques un nouveau contrat social, c'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, ils disent, on est en danger, il faut qu'on intervienne, la République est menacée, des religieux qui se mêlent de politique, c'est quand même assez inédit. Oui, enfin, c'est aussi, c'est à la fois une mesure de la gravité du moment, c'est ce qu'ils disent. Hein, oui. Le moment est grave, il faudrait que les politiques en prennent la mesure. Donc, ils font là la leçon politique. On peut partager ça, on peut considérer que ça n'est pas suffisamment pensé aujourd'hui, la gravité objective de la situation. Et puis, c'est aussi très impressionnant de voir l'Église catholique qui, depuis la séparation de 1905, qui a été un combat d'une très grande violence, aujourd'hui nous dit, attention, la République est menacée. Donc il y a une espèce de parcours prodigieux et on se dit que nos compatriotes musulmans devraient lire ce bouquin et voir le travail qui permet d'incorporer de façon très pacifique et utile une organisation religieuse, une croyance métaphysique et la République. Mais s'immiscer dans la vie politique, est-ce que c'est pas contraire justement à cette laïcité? Oui.
C'est de tout temps, les évêques interviennent, prennent la parole. C'est un document qui est en effet très républicain. Oui, c'est un document qui est en effet très républicain de la part des évêques et qui embarrasse le Front National, honnêtement. Oui. Qui embarrasse le Front National. On l'a vu, oui. Et donc, ça n'est pas anodin qu'il y ait cette mobilisation de la part d'un épiscopat qui est plutôt timoré en règle générale et qui hésite plutôt à s'avancer, à s'exprimer vraiment, sauf sur les questions scolaires. Oui. Ce texte a aussi une vertu. Certes, il peut servir d'exemple à nos compatriotes musulmans, comme dit Dominique, mais ça peut aussi servir d'exemple à certains laïcistes, bien de chez nous, de la gauche, voire des laïcistes identitaires, qui sont en train de transformer la laïcité de leur côté en instrument de combat culturel. Et c'est très intéressant de voir justement que ces évêques-là sont plus respectueux de l'édifice républicain juridique construit notamment autour de la loi 1905 qu'un certain nombre de laïcistes qui vous disent aujourd'hui la laïcité c'est plus seulement l'État, ça doit s'imposer dans l'espace public à des citoyens. Et ça c'est très intéressant aussi à méditer. Carole, là-dessus. Jean-Marie. Avez... Non, c'est vrai. Le laïcisme il y a un sujet laïciste aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est un peu un paradoxe de voir qu'un certain nombre de personnes veulent revenir au fond à l'état d'esprit des origines de la loi de séparation, qui était un combat entre la République et l'Église catholique. Le combisme. Qui était un vrai combat dur dans des temps qui étaient des temps, j'allais dire, presque au bord de la guerre civile. Alors, mais il y a eu des morts après. Sans tenir compte de tout ce qui s'est passé, sans tenir compte justement du ralliement des églises à la République et ainsi de suite, et donc d'une situation qui mériterait un laïcisme moins virulent, tout en étant persuadé que la laïcité est une arme de la République. Mais c'est pas une arme identitaire. Les religieux respectent la loi de 1905 parce qu'elle garantit aussi la liberté de culte, et donc aussi la liberté éventuellement si ça ne contrevient pas aux règles de sécurité de la République, de porter des vêtements. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que d'ailleurs l'affaire du Burkini a été l'affaire du Burkini c'est assez cohérent. C'est cohérent. Et quand vous dites, Dominique, sur l'islam devrait s'emparer aussi d'un texte, évidemment. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam, mais d'un islam des Lumières, un islam qui soit compatible. Je veux dire, c'est une vraie révolution. Je veux dire, comment faire émerger cela aujourd'hui ? Comment l'anticiper ? Comment leur... c'est évidemment une question très difficile puisque l'islam est une sorte de religion politique, donc c'est très compliqué. C'est pas tout du tout. Il n'y a pas de clergé, surtout. Oui, puis c'est une religion qui veut gouverner. Ça n'est pas la même chose. Mais c'est pas tu rendras à César ce qui est à César. Mais simplement, ça viendra nécessairement. Ça viendra, mais ça viendra des musulmans eux-mêmes. Ça ne viendra pas d'un clergé, mais ça viendra des musulmans qui sont. Il y en a beaucoup en France qui sont particulièrement éclairés, particulièrement savants, particulièrement bienveillants, etc. Il y en a beaucoup. Ils ont un peu de mal à exister parce qu'ils sont souvent associés. Ils n'aiment pas ça au bon musulman qui vient rassurer ses compatriotes, etc. Donc c'est compliqué comme position. Il faudrait avoir plus de temps, mais ça ne manque pas et on aura cette contribution. Ouais. Je pense aussi que ce livre peut-être répond à une inquiétude. C'est qu'on a vu, il y avait eu une étude extrêmement intéressante de l'IFOP qui montrait que l'électorat catholique, qui a longtemps été un rempart contre le Front National dans énormément de régions et notamment dans l'Ouest, il y avait quelque chose là qui s'effritait. Je crois que c'est une étude qui date de l'an dernier, semble-t-il, ou bien un an et demi. Bon. Donc c'était un peu inquiétant. Et je pense que ce livre peut peut-être répondre aussi à ça, c'est-à-dire de dire, il faut continuer d'être un rempart. Enfin, voilà. Carole, je sais que vous êtes sensible, il nous reste 3 minutes, vous êtes sensible au sujet de l'éducation. Vous venez de sortir un livre qui fait un peu de bruit d'ailleurs, sur qui sont les assassins de l'école. Vous êtes attaqué à ce qu'on appelle les pédagogistes, ceux qui ont créé les programmes dans les écoles. Et non pas aux pédagogues. Voilà, pédagogistes, tout à fait, bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien employé le terme pédagogiste. Le sujet de l'éducation, on entend peu, dans le fond, les politiques aujourd'hui se saisir de cette question. Alors, il y a Attali qui hurle dans le programme d'Alain Juppé. Ce que Alain Juppé a mis en avant dès le début de sa campagne, c'est l'éducation. Mais vous noterez que dans les débats politiques... mais dans les débats, non. Oui, mais enfin bon, si c'est pas relayé par l'opinion, par les médias... Moi, je pense qu'ils font une erreur. Moi, je pense qu'ils font une erreur grave. Je pense que l'opinion, il y a quand même 12 millions d'élèves, ça fait
éventuellement 24 millions de parents d'élèves. Et je pense que les gens sont très préoccupés par ça. Il y a quand même 20% d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue française à l'entrée en 6e. Oui, il y a les fameux classements PISA aussi. C'est une tragédie sociale dont on n'a pas le droit de ne pas s'occuper. Et il faut se poser des questions sur les origines de ce mal. Et je pense que les hommes politiques, effectivement, parce que ça n'est pas un sujet très médiatique, parce que aussi c'est un sujet finalement quand on commence à le creuser qui est assez technique. Voilà, donc c'est pas porteur, comme me disait un conseiller en communication d'un ancien président, et c'est très dommage parce que c'est juste ce qui détermine l'avenir du pays. Alors effectivement, Jean-Marie a tout à fait raison. Alain Juppé, lui, a fait un livre sur l'école. Pour lui, l'éducation, c'est la mère de toutes les réformes. Et il veut mettre le paquet sur le. Ils le disent tous. Et il veut mettre le paquet sur le primaire, alors que tout le monde, depuis 20 ans, ne parle que du collège. Et même la maternelle. Attali dit la maternelle. Mais bon, effectivement, je trouve qu'il pourrait en parler un peu plus. Oui, un mot à ajouter là-dessus. Non, il nous reste 1 minute. Oui. Moi, c'était pour. Non, mais le discours de Carole, c'est le discours de chaque nouvel entrant au ministère de l'Éducation. Il commence par constater la part d'échec de notre système et qui dit je vais m'y atteler, etc. Et je vais leur filer à la sortie du ministère parce que le système est trop lourd. Je pense profondément que c'est Claude Allègre qui avait raison. Oui. Le système est trop lourd. S'il n'est pas puissamment décentralisé, il périra. C'est un des éléments. C'est un des éléments de soviétisme qui subsiste dans la société. C'est l'organisation administrative. L'organisation, bien sûr. Je parle de l'organisation. Oui, bien sûr. Oui. Bon, merci. On aurait fini sur des sujets cruciaux dont personne effectivement ne parle, parce que sauf dans les familles. Sauf dans les familles, exactement. Aide les devoirs, ses enfants à faire ses devoirs, hein. N'est-ce pas, Bruno? Tout à dit, le trio des sujets de préoccupation des Français sont invariables, hélas. Oui. Chômage, logement, santé. Il y a l'immigration et la sécurité. Oui, chômage, logement, santé d'abord. Ça dépend. Moi, j'ai une enquête qui passe. L'enquête du quoi non, mais c'est sûr. Mais comment sont faites les enquêtes de la Fondation? Non, aujourd'hui, dans les 5, il faut prendre les 5. On a l'éducation, d'ailleurs, qui vient aussi. Moi, je pense que ça vient. Franchement, je pense que moi, je citais les 3 premiers. Vous avez très haut l'immigration et la sécurité, c'est dans les 3 premiers. Voilà, donc à France 24, c'est le lieu du débat qui n'a pas lieu ailleurs. Donc, nous allons parler de l'éducation. Et de l'anticipation. Nous avons fait notre devoir. Merci à tous et merci à Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À bientôt. Merci.